est celui du traitement des malocclusions de classe 2 sévères après maturation squelettique, c'est-à-dire chez les adolescents tardifs, voire chez les adultes. Et la question est de savoir si ce traitement peut être mené par un appareil de Herbst en alternative à la chirurgie orthognathique ou aux extractions de prémolaires maxillaires. Bien sûr, il ne s'agit pas de proposer ce traitement à tous les cas de figure, à tous les visages, à toutes les malocclusions de classe 2, mais à savoir reconnaître les cas qui s'y prêtent le mieux. Comme par exemple le cas que vous retrouverez dans des patients similaires à cette jeune femme qui présente un angle mandibulaire carré, vous voyez, avec un menton qui est quand même bien dessiné, avec un décalage dentaire qui apparaît sévère, avec un surplomb augmenté qui doit faire plus de 6 mm, un excès de recouvrement qui atteint la morsure palatine, sans gros signes d'encombrement, avec une ligne de sourire que vous voyez ici antérieurement inversée, qu'on retrouve fréquemment dans les cas d'interposition de la lèvre inférieure et que vous retrouvez d'ailleurs illustré sur la radiographie de droite. Donc chez cette patiente, on n'a pas envie de proposer bien sûr une ostéotomie d'avancée mandibulaire parce que le menton est déjà très présent dans le profil et on risquerait de lui donner vraiment un profil disgracieux et de surcroît d'avancer les angles mandibulaires, ce qui est très masculinisant chez un visage déjà dur. D'autre part, on n'a pas envie non plus chez cette patiente de reculer la lèvre supérieure comme cela pourrait être le cas avec des extractions de prémolaires. Donc le traitement de choix qui a été ici publié par l'équipe du professeur Panchertz et de Sabina Ruf qui ont beaucoup publié ensemble. Le traitement a été l'association d'une bielle de Herbst que vous voyez ici sur attelle métallique en association avec un traitement multi-attache complet aux deux arcades. Et vous allez voir que le résultat est satisfaisant tant au niveau esthétique avec l'obtention d'un profil droit et d'une certaine plénitude de la lèvre. On a eu un glissement de l'arcade dentaire alvéolaire sur sa base osseuse avec un léger recul de l'arcade dentaire maxillaire, correction donc de l'excès de recouvrement et du surplomb. Et tout cela pour une durée de traitement relativement brève, vu qu'il s'agit de 15 mois, alors que la patiente est une adulte confirmée. Donc, l'appareil de Herbst est l'association d'un système d'avancement mandibulaire continu et rigide. Donc vous voyez, il est constitué de tubes qui coulissent qui permettent à deux tiges de coulisser et qui forcent l'avancée de la mandibule. On peut les activer graduellement par un système de petites calettes en métal d'1, 2 ou 3 ou 4 mm. Et ce dispositif est utilisable chez les patients peu coopérants car on ne leur demande pas de porter d'élastique ou de headgear par exemple. Et il est utilisable également chez des patients qui pourraient avoir un léger encombrement nasal. Il a un principe d'action continue qui est utilisé avec un autre principe qui est celui d'une hypercorrection. Donc vous voyez illustré en B, ça peut même faire peur. Les patients sont placés dans une situation d'occlusion inversée, donc franche classe 3. Heureusement, il y a un phénomène de récidive qui fait qu'ils ont une occlusion qui se normalise parfaitement. Au niveau historique, il n'y a pas un mais plusieurs appareils de Herbst par rapport à celui original décrit par son auteur Emil Herbst au début des années 1900, qui était constitué de deux bagues, originellement en or ou en alliage d'argent, qui étaient placées sur les premières molaires maxillaires et premières prémolaires mandibulaires et qui étaient scellées dans la bouche. Le professeur Panchertz, 2 guerres mondiales et une crise économique plus tard, a remis l'appareil au goût du jour et a réalisé beaucoup de recherches sur le sujet. Et il a décrit plusieurs modèles en fonction des nécessités d'ancrage et de l'âge du sujet. Donc vous voyez ici le modèle avec 2 bagues prémolaires et molaires maxillaires et classiquement une bague sur la première prémolaire inférieure. Un autre système en association avec un multi-attache complet à l'arcade maxillaire et avec ce qui ressemble à un arc lingual à l'arcade mandibulaire, ou son évolution par attelles coulées en métal qui sont scellées et qui, donc ici vous avez le modèle de maximum d'ancrage qui prend appui de deuxième prémolaire à première prémolaire à l'arcade maxillaire et qui est même étendu jusqu'à la canine mandibulaire à l'arcade inférieure. Le professeur McNamara aux États-Unis, lui, a
préférait une évolution en utilisant de l'acrylique, et d'ailleurs il préconise plutôt l'utilisation de la bielle de Herbst comme dispositif amovible, et il pouvait lui adjoindre, selon les nécessités cliniques, un vérin, c'est-à-dire un système pour réaliser une expansion du maxillaire, avec différents modèles possibles, avec un recouvrement acrylique complet au niveau des incisives inférieures pour maximiser l'ancrage, parce qu'il avait remarqué que les incisives inférieures, qui sont les dents les plus fragiles de l'arcade, avaient tendance à partir en direction buccale et même générer des diastèmes. Le docteur Dirk Wichmann a associé le système de Herbst en lui faisant connaître une petite évolution sur son système d'attache linguale individualisé. Tout d'abord avec le système incognito, donc c'était des attaches en or qui étaient coulées sur des bagues molaires sur 16 et 26, et des attaches également en or sur les canines inférieures. Donc vous voyez que le site d'insertion est légèrement différent, l'ensemble étant solidarisé par des arcs en acier pleine taille. Et il a connu une nouvelle évolution, donc avec cette fois le système WIN, où cette fois il y a une dissociation du système buccal et du système lingual, parce qu'il y avait quand même relativement beaucoup de casse, ce qui rendait les urgences un peu compliquées. J'ai emprunté au docteur Avedananda un schéma biomécanique qui explique le mode d'action de la bielle de Herbst fixe. Donc le système de Herbst est légèrement différent du dispositif décrit par le professeur Nanda, dans le sens où la bielle de Herbst, je vous le rappelle, s'accroche sur la première molaire maxillaire et sur la première prémolaire mandibulaire, ce qui génère un vecteur légèrement plus vertical et légèrement plus proche également du centre de résistance. Mais schématiquement, il faut retenir qu'il y a une composante d'ingression, donc composante verticale, d'ingression des molaires supérieures et des prémolaires inférieures, parallèlement à un système de distalisation en fait de toute l'arcade maxillaire et de mésialisation de toute l'arcade mandibulaire, toutes les dents étant solidarisées. Et comme on agit à distance du centre de résistance des arcades respectives maxillaires et mandibulaires, il ne faut pas oublier d'y associer un mouvement de rotation de l'ensemble, c'est-à-dire qu'on va avoir une bascule du plan palatin, du plan d'occlusion, où on peut attendre aussi une bascule éventuellement du plan mandibulaire, dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, concernant la validation scientifique de l'utilisation de la bielle de Herbst chez l'adulte, quand on fait une recherche sur PubMed, on retrouve 468 publications qui traitent du sujet. Mais si on enlève les rapports de cas, les opinions d'auteurs et les revues, on arrive à un total de 46 essais cliniques dont je vais vous présenter quelques éléments. Il y a eu une méta-analyse concernant les bielles de Herbst, mais je vous rappelle que ce sont des études d'efficacité. Donc, les études d'efficacité sont réalisées par rapport à un groupe témoin. Et dans cette publication, on n'a pas retrouvé de groupe qui soit un groupe de sujets adultes comparé à un sujet contrôle non traité. Peut-être qu'ils sont plus difficiles à recruter. La population la plus âgée est dans cette publication donc de McNamara et Jacobson que je vous ai présentée un petit peu plus tôt, et avec des sujets d'âge moyen, 13 ans et demi, donc stade de maturation vertébrale de 3 et 5, donc ce n'est pas exactement notre sujet d'intérêt, donc je ne vais pas traiter de cet article. La première publication qui fait état en fait d'effets d'utilisation et d'effets après le pic pubertaire a été publiée en 1997 dans l'AGODO, mais c'était une étude rétrospective, donc je ne vais pas m'y attarder. Les auteurs remarquaient toutefois déjà qu'il y avait beaucoup plus d'effets dento-alvéolaires que d'effets squelettiques chez les sujets qui avaient terminé leur croissance, chose qui devrait être portée à l'attention des cliniciens en fonction de leurs objectifs de traitement. Il y a eu une autre étude sur laquelle je vais un peu plus m'attarder, qui cette fois était prospective, les sujets ayant tous été recrutés dans les années 95, et le groupe était constitué donc de 25 adolescents et de 14 jeunes adultes, et leur maturation a été établie par des radiographies de membre-poignet que je vais vous présenter, pour des traitements là aussi vous voyez relativement brefs, la phase de Herbst ne dépensant pas 8 mois. Donc voilà la distribution et la sélection des sujets. Je vous rappelle les stades de maturation du poignet et de la troisième phalange proximale du troisième doigt.
que vous voyez sur ces radios, qui sont corrélés en fait avec la courbe de vélocité de croissance staturale que vous voyez illustrée en bas à droite. Et donc les deux groupes étaient constitués donc d'adolescents qui étaient pour la plupart donc dans le stade F que vous voyez illustré ici. Donc il restait encore de l'ossification à venir. Ils étaient avant leur pic de croissance pubertaire, comparé à de jeunes adultes qui étaient bien après le stade, le pic pubertaire bien évidemment, et qui n'avaient quasiment plus de croissance staturale escomptée. Et vous voyez qu'il y a quand même un grand intervalle de temps qui sépare ces deux groupes, ce qui n'était pas le cas dans la publication précédente. Et ce qu'il est observé dans cette étude, donc déjà ils ont vérifié que les groupes étaient comparables en termes de sévérité avant de commencer leur étude, et ils restaient comparables après donc la thérapeutique par biais de Herbst, ce qui prouvait qu'il y avait peu de différence quand on regardait séparément chacune des mesures. Vous voyez, bon, on pourra revenir un petit peu sur les détails si vous le souhaitez, mais ils sont revus les différences en valeur absolue sont reprises dans ce schéma. Donc il apparaît en fait qu'il n'y a pas de différence significative dans la correction du surplomb de la relation molaire et de la position du maxillaire, quel que soit l'âge des sujets. En revanche, il y a des différences significatives sur les effets sur le squelette, c'est-à-dire au niveau de la base mandibulaire, de la longueur mandibulaire et des déplacements de la molaire sur la base mandibulaire par rapport au déplacement de la mandibule elle-même. Et pour toutefois des modifications de convexité faciale et de convexité squelettique qui sont somme toute relativement comparables, ce qui permet de dire aux auteurs que cette méthode de traitement pourrait constituer une alternative à la chirurgie orthognathique chez les cas de classe 2, limite. Bien sûr, ce n'est pas tous les cas, il ne s'agit pas de généraliser aux schémas faciaux très verticaux par exemple. Il est intéressant de noter que la qualité de finition des cas, c'est-à-dire en prenant des moulages pour voir la qualité des contacts, du nivellement et de l'occlusion obtenue, est remarquable, que ce soit des adolescents ou des adultes, en utilisant un indice objectif qui est le PAR Index. Les auteurs sont allés un peu plus loin en comparant cette fois des adultes, donc vous allez voir d'âge encore plus avancé que les publications précédentes, vu que là, les âges moyens étaient de 21 ans, donc quasiment 22 ans pour les patients traités par biais de Herbst, qui ont été traités pendant 1 an et demi, par rapport donc à des patients traités chirurgicalement par une ostéotomie d'avancée mandibulaire. Tous ces cas, je vous le rappelle, étaient des malocclusions de classe 2 division 1, traités sans extraction. Et donc vous voyez des exemples de cas traités, à gauche par biais de Herbst et à droite par ostéotomie d'avancée mandibulaire. Il y avait deux groupes distincts dans cette publication, certains traités par ostéotomie d'Epker, d'autres par ostéotomie d'Opfergaser. Et les résultats sont que avec le traitement par biais de Herbst, évidemment, il y a moins de réduction de convexité, moins de recul des lèvres dans le profil et quasiment pas d'effet vertical, que ce soit au niveau du plan palatin et du plan mandibulaire, mais il y avait beaucoup plus d'effet évidemment sur l'avancée du menton et sur la réduction de convexité dans le traitement chirurgical. Le docteur Ravindananda, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, a comparé avec un dispositif similaire au Herbst, mais ce n'est pas le Herbst lui-même, enfin, je voudrais insister là-dessus, une étude prospective chez des jeunes femmes adultes, chez lesquelles il réalisait soit un traitement par biais de Herbst, soit un traitement par compensation de camouflage, c'est-à-dire extraction de prémolaires maxillaires, et il conclut que les deux traitements ont permis d'obtenir une compensation tout à fait acceptable de la malocclusion de classe 2, sans corriger évidemment le décalage squelettique et avec des modalités de correction